Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la santé mentale à destination des professionnels au contact de personnes concernées par des troubles psychiques et notamment plus particulièrement aujourd'hui auprès des jeunes qui peuvent faire l'expérience de problèmes de santé mentale ou de troubles psychiques. Nous sommes réunis à l'initiative du préfet Éric Pélisson, préfet en charge de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté au sein de la région Occitanie, en partenariat avec la région académique Occitanie et la Fédération Santé Mentale France, en charge de l'organisation et la diffusion de ces webinaires sur le thème de la santé mentale. Alors, moi, je suis Claire Leroy-Atala, j'anime ces webinaires sur la santé mentale. Ça fait 20 ans que je travaille sur le sujet des troubles psychiques, du handicap psychique, de l'insertion sociale et professionnelle et surtout du rétablissement en psychiatrie. Et je travaille pour la Fédération Santé Mentale France à la diffusion d'un certain nombre de pratiques sur ces sujets de prise en compte de la santé mentale, notamment dans le monde du travail. Aujourd'hui, on va parler des jeunes, on va parler de la sensibilisation des jeunes, on va parler de la promotion de la santé mentale, notamment dans un lycée, grâce à une expérience qui a été menée à Toulouse dans le cadre d'un projet pluripartenarial, puisqu'il s'est mené en partenariat avec la mairie de Toulouse, le lycée Fermat à Toulouse, l'hôpital Marchand et 2 groupes d'entraide mutuelle sur la sensibilisation de jeunes lycéens aux questions de santé mentale et les enjeux finalement d'ouverture du dialogue dans un lycée. Pour en parler, nous avons 3 invités. Virginie Giffard, qui est conseillère principale d'éducation CPE au sein du lycée Fermat. Nathalie Aoustin, vice-présidente de la Fédération Santé Mentale France, qui est également père aidante professionnelle et administrative de 2 groupes d'entraide mutuelle. Elle vous en parlera plus précisément. Et un troisième invité qui va nous rejoindre, qui est Gilles Biarc, qui est psychologue au sein de l'hôpital Marchand. Nos 3 invités sont les initiateurs et promoteurs de ce programme qui a vocation à se déployer et à se développer. Et donc, ils ont accepté de raconter finalement comment il a été initié ce programme-là, pour répondre à quoi et comment ils s'y sont pris. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme retour sur ce programme. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager cela, de nous consacrer du temps. Gilles, vous avez des emplois du temps très chargés et c'est pour ça que Gilles Biarc nous rejoindra à 10h30 pour sa partie de présentation. C'est qu'il a une journée particulièrement chargée aujourd'hui. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Il va se dérouler en 3 temps. Un premier temps de rappel sur les questions de santé mentale, de troubles psychiques, de rétablissement et puis peut-être d'impact chez les jeunes. Un deuxième temps où je laisserai la parole à nos invités pour nous expliquer ce programme et quel est le rôle de chacun dans ce programme, comment ils ont pu collectivement le déployer maintenant depuis plusieurs années au sein du lycée Fermat. Et enfin, on répondra à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, éventuellement partager des expériences. Ces webinaires sont aussi faits pour ça, c'est-à-dire fabriquer du réseau, mettre en commun les énergies et les idées et les savoirs d'expérience, parce que c'est un sujet qui est encore à défricher et pour lequel on a besoin des savoirs de tous. Donc, sans plus attendre, je vais démarrer tout de suite avec la première partie. Quelques rappels finalement sur ce que c'est la santé mentale et les enjeux, notamment par rapport aux jeunes. Alors, la définition que donne l'OMS de la santé mentale est la suivante. La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel,
de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Qu'est-ce que nous dit l'OMS à travers cette définition? Et puis, dans ses messages de santé publique sur la santé mentale, elle nous dit que on ne peut pas négliger la santé mentale dans notre santé tout court. C'est-à-dire qu'elle nous dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est une des composantes de notre santé. Il y a notre santé physique et notre santé psychique, et que les deux fonctionnent ensemble. On ne peut pas négliger finalement cette dimension-là de la santé mentale, qui est la santé mentale dans notre état de santé global. Ce que nous dit également l'OMS à travers cette définition, c'est que vous pouvez le constater, la santé mentale, c'est pas une notion qui est uniquement médicale. C'est une notion qui finalement parle de notre capacité à mener notre vie, à prendre notre place dans la société. Et dans cette définition, on voit qu'elle a 3 volets. Il y a un volet qui est le ressenti individuel. Donc, il y a notre espace de subjectivité, de ressenti, d'expérience et de vécu. Il y a un deuxième volet qui est la réalisation de son potentiel, la capacité à faire face aux difficultés normales de la vie. Ça nous parle le plus de nos stratégies comportementales dans le quotidien, et donc de notre capacité à traverser ce que la vie va nous faire rencontrer tout au long de la vie, j'ai envie de dire, ou de nos journées. Et donc, ça nous parle plutôt de nos compétences comportementales dans la vie quotidienne. Et puis, ça nous parle d'apporter une contribution à la communauté, de travailler, c'est-à-dire de pouvoir mettre ces compétences, ces savoirs au service de quelque chose qui est plus grand que nous, qui est quelque chose de collectif, et puis de s'insérer dans un environnement et dans une société. Ce qui est intéressant dans ces 3 volets de cette définition-là, c'est que ça nous donne des pistes pour savoir, quand on intervient, quand on est un professionnel de la santé mentale, comment on fait pour prendre en compte ces 3 dimensions-là. C'est-à-dire, j'accompagne la subjectivité individuelle, j'accompagne aussi les stratégies de vie quotidienne et d'adaptation, et j'accompagne tout ce qui est de l'ordre de la capacité à prendre sa place dans la société. Ce qui est intéressant également dans cette définition, c'est que être en bonne santé mentale, c'est pas ne pas rencontrer de problème, c'est pas ne pas avoir de problème, c'est plutôt la capacité que l'on a à traverser ces problèmes, à avoir des ressources face aux tensions inhérentes à la vie. Une des caractéristiques de la santé mentale, c'est qu'elle est fluctuante pour tout le monde et à tous les moments de la vie et de la journée. C'est-à-dire qu'elle oscille en permanence entre un pôle positif où il y a un ressenti de bien-être, mais surtout il y a un ressenti d'avoir des ressources internes et externes, propres à moi, mais sur lesquelles je peux m'appuyer aussi en externe pour faire face à ce qui va m'arriver dans cette journée, dans ce mois ou dans ma vie. Ça, c'est le ressenti de bien-être et finalement de confiance dans la capacité à traverser la vie. On ressent tout ça à un moment, et on ressent tous aussi notre santé mentale parfois qui va plutôt vers un pôle négatif, où là, on est plutôt dans un ressenti de mal-être, voire de détresse psychologique. Ça peut être au cours de la journée, ça peut être au cours de la semaine, de l'année, ou à certains moments de la vie, notamment face à certains événements de la vie, comme des deuils, comme des séparations, comme des pertes d'emploi. On sait qu'on a une proportion plus importante à voir notre santé mentale plutôt attirée vers un pôle négatif, c'est-à-dire un ressenti de mal-être, éventuellement une vraie souffrance psychique qui va pouvoir s'exprimer dans ces moments-là. Simplement, ces oscillations-là, elles ne vont pas être de la même intensité, de la même durée pour chacun de nous, selon nos histoires de vie. Et il arrive parfois qu'elles s'installent plus durablement dans un pôle négatif, où on n'arrive plus à mobiliser ses ressources internes et externes pour mener sa vie quotidienne. Ça va se répercuter sur la vie quotidienne. Ça va se traduire par de l'isolement, par une souffrance parfois très intense, par éventuellement des difficultés cognitives, c'est-à-dire des difficultés à se concentrer ou à organiser sa pensée, qui est embrumée, trop rapide ou trop lente. Ça peut aussi se manifester par des sentiments de grande anxiété,
parfois de perception initiatoire ou de difficultés de comportement, à réfréner certains comportements. Donc, par exemple, consommer de l'alcool ou bien justement réussir à manger ou ne pas réussir à s'arrêter de manger. Donc, ça va se répercuter dans notre vie quotidienne et être associé à une souffrance qui va nécessiter d'avoir recours à de l'aide, des soins par des professionnels de la santé mentale que sont des psychologues ou des psychiatres, entre autres. On parle alors de troubles psychiques dans la mesure où la durée et l'intensité génèrent un besoin de stratégie thérapeutique, de soins, et faire éventuellement l'objet d'un diagnostic de maladie mentale, tels que la bipolarité, les troubles de schizophrénie ou de dépression sévère. Et lorsque ces troubles s'installent plus durablement et entraînent des limitations à participer à la vie sociale et quotidienne, entraînent des besoins d'aménagement et d'accompagnement, il peut y avoir alors une reconnaissance d'une situation de handicap psychique. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que notre santé mentale, elle est déterminée par une pluralité de dimensions. Je vous disais, on n'est pas égaux et selon nos histoires de vie, on ne va pas avoir la même vulnérabilité aux problèmes de santé mentale. Et pour ça, il y a tout ce qui relève de notre histoire personnelle, de notre personnalité, de notre vécu durant l'enfance, de notre éducation, le fait d'avoir vécu des traumatismes, par exemple, ou pas, d'avoir grandi dans une famille soutenante, aimante, par exemple, va nous aider à développer des ressources internes ou pas, ainsi que notre patrimoine génétique et héréditaire. On n'est pas égaux face à ça. Et aujourd'hui, selon notre patrimoine génétique, on n'est pas susceptible au même degré d'être confronté à des problèmes de santé mentale si, par exemple, chez nos parents ou nos grands-parents, il y a des épisodes de dépression à répétition. Ça, c'est une des dimensions de notre santé mentale qui va influer sur notre santé mentale. Une autre dimension pour laquelle on estime qu'elle impacte à environ 60% de notre état de santé mentale, c'est une dimension qui est beaucoup plus environnementale, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures à nous, qui relèvent de l'environnement, qui relèvent de nos conditions de vie, de nos conditions de travail, de notre logement, de notre sentiment de sécurité et de notre état de sécurité, mais aussi de toutes les solidarités qu'il y a autour de nous, des soutiens que l'on va pouvoir trouver et le fait de pouvoir accéder facilement à du soin et à de l'éducation, mais aussi au fait de pouvoir parler de ces troubles sans avoir peur d'être discriminé ou stigmatisé. Donc, cette dimension environnementale, elle est non négligeable et elle nous invite tous à nous poser la question de savoir comment on contribue ou pas à un environnement qui est facteur de santé mentale pour tous. Il faut savoir que chez les jeunes, alors dans la population active en France aujourd'hui, il y a à peu près 1 personne sur 5 qui est concernée par les troubles psychiques qui vont impacter sa vie quotidienne et donc éventuellement nécessiter des soins potentiellement. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des troubles psychiques chez les jeunes. Et il y a une étude qui a été menée en 2022 auprès des lycéens et à grande échelle, puisqu'auprès d'un échantillon de 10 000 lycéens, dans lequel on voit qu'il y a à peu près 15% des lycéens qui présentent un risque important de dépression et 1 lycéen sur 4 qui déclare avoir eu des pensées suicidaires dans l'année. En fait, cette étude, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une nette dégradation de la santé mentale globale des jeunes entre 2018 et 2022, avec une dégradation plus marquée chez les jeunes filles. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se rétablir des troubles psychiques, on peut faire l'expérience de troubles psychiques, voire de crises psychiques assez importantes, et se rétablir. Se rétablir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire retrouver des ressources internes et externes pour retrouver un sentiment de bien-être, une bonne santé mentale, quand bien même j'aurai des difficultés psychiques, retrouver de la confiance en ma capacité à prendre ma place dans le monde. Et ça passe par le fait d'avoir des projets, de mener une vie qui a du sens.
ça passe par le fait de travailler, ça passe par le fait d'avoir un logement, d'avoir une vie choisie qui a du sens pour moi. C'est le premier levier du rétablissement quand on vit des troubles psychiques. Donc, par rapport aux jeunes, il y a un enjeu très fort de savoir comment les aider quand ils ont des troubles psychiques à continuer à avoir du sens à leur journée quand ils ont des difficultés à aller au lycée, à aller à l'école et que c'est leur premier lieu de socialisation, par exemple. Deuxième levier du rétablissement, c'est tout ce qu'on développe comme stratégie pour prendre soin de soi. Donc, ça passe évidemment par les soins médicamenteux ou thérapeutiques qui peuvent être proposés, mais pas uniquement. C'est aussi tout notre équilibre de vie au quotidien. C'est notre hygiène de vie. C'est le fait évidemment de faire du sport, c'est l'alimentation. Et puis, c'est les stratégies personnelles, par exemple, sur le sommeil, sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'aide à aller bien, sur ce dont j'ai besoin pour me sentir, pour être dans ce ressenti de bien-être et qu'est-ce que je mets en place pour me rétablir. Troisième levier, c'est toute la prévention, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais pour essayer d'identifier ce qui m'en met en risque par rapport à ma santé mentale et qu'est-ce qu'on peut faire dans les moments où je sens que ma santé mentale se dégrade. Donc, c'est tout ce qu'on appelle les plans de crise, la capacité à reconnaître ses propres signaux d'alerte. Et enfin, c'est les compétences psychosociales, c'est-à-dire cognitives, émotionnelles et relationnelles, que je vais pouvoir développer tout au long de ma vie. Donc, par exemple, quand je pense aux jeunes, c'est tous les jeunes qui ont des problèmes d'attention, de difficultés. Comment je trouve des stratégies pour mieux me concentrer avec, par exemple, des temps de concentration de 25 minutes, des temps de pause réglés avec éventuellement des bruits blancs, quelles sont les conditions de travail qui vont m'aider. Mais c'est aussi toutes les compétences émotionnelles que, par exemple, on propose dans les programmes auprès des jeunes enfants sur le fait d'apprendre à reconnaître ses émotions, de mettre des mots dessus, de formuler des besoins. Et enfin, dernier levier du rétablissement très important, c'est tout le soutien que l'on va pouvoir trouver dans les moments de détresse psychologique. Donc, bien sûr, auprès de ses proches, mais également de ses collègues, de ses camarades de classe, de ses professeurs, de ses responsables administratifs, de son CPE ou sa CPE, de l'infirmière psychologue. Ce soutien-là, quand on regarde les récits de rétablissement, c'est des moments clés du rétablissement parce que c'est là qu'on retrouve du courage et de l'espoir quand on traverse des moments de difficulté et de souffrance psychique qui peuvent nous mettre dans un état de désespoir. Un des obstacles majeurs au fait de pouvoir demander de l'aide et se tourner vers les autres quand on a des problèmes de santé mentale, ce sont les idées reçues et les stéréotypes. Donc, on a besoin d'identifier, de mieux connaître les troubles pour déconstruire ces stéréotypes et fabriquer de l'empathie et de la présence et de l'écoute auprès des personnes concernées. Donc, il faut balayer l'idée que la seule façon de se soigner, ce serait l'hospitalisation et les médicaments. Il y a plein d'espaces alternatifs, il y a des consultations, il y a des associations qui sont aussi thérapeutiques de manière indirecte vers lesquelles on peut se tourner quand les jeunes ne vont pas bien. Il faut balayer l'idée que handicap psychique et handicap mental, ce serait la même chose. Il n'y a pas de déficience intellectuelle dans le cas des troubles psychiques. Ça n'est pas lié à des dimensions de l'intelligence, même si parfois, au niveau de la cognition, on peut être ralenti par ces troubles ou les médicaments. L'idée qu'on ne pourrait plus travailler ou ne plus être étudiant, finalement, ne plus apprendre ou ne plus... quand on a des troubles psychiques, c'est souvent un levier fort de rétablissement, le travail, voire indispensable. Le fait de pouvoir maintenir un lien avec le lycée, avec ses camarades, avec l'école, avec des aménagements, c'est souvent un peu pilier très structurant du rétablissement, même si parfois il y a des périodes où c'est pas possible d'aller travailler ou au lycée. Et puis tout ce qui est lié à la dangerosité, on a vraiment un problème avec cette idée que les schizophrènes seraient dangereux, notamment, voire toutes les personnes qui ont des troubles psychiques. Or, il n'y a pas de lien de causalité entre le fait d'avoir une maladie mentale ou des troubles psychiques et le fait de commettre
des actes criminels. Mais malheureusement, les médias nous font du mal, donc on a besoin d'en parler et de déconstruire ces idées reçues que l'on peut tous avoir et on n'a pas à se juger par rapport à ça. Peut-être pour terminer, quels sont les signes à prendre en compte chez les jeunes et qui doivent alerter. Donc, par rapport à ça, je me suis appuyée sur une brochure du Psycom, qui est un site d'information gratuit très bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher de l'information là-dessus. C'est tout ce qui est, finalement, c'est l'incapacité à faire face aux tâches quotidiennes. Donc, aller au lycée, se lever le matin, faire ses devoirs, être en relation avec ses camarades. Parfois, c'est la même répétition d'une situation qui peut alerter. Donc, voilà, il y a les absences un peu à répétition, le fait, par exemple, d'être malade, d'avoir des accidents à répétition, et puis tout ce ou des comportements où on se met en danger, où on prend des risques, ça doit nous alerter. Et puis enfin, effectivement, tout ce qui est de l'ordre de l'agressivité, de l'irritabilité, de l'impatience contre les autres, ça doit être aussi un signe qui nous met en éveil sur le fait qu'il y a peut-être de la souffrance psychique et qu'il y a besoin d'aide et de soutien. Très rapidement, qu'est-ce que c'est être dans une posture d'accompagnement soutenante? C'est d'abord être dans une écoute empathique, justement, un peu débarrasser de ces idées reçues et déjà de pouvoir accueillir une parole, parce qu'il faut savoir c'est qu'une personne en souffrance, elle est d'abord dans la honte, la culpabilité, la perte d'estime d'elle-même, et elle a peur de parler de ce qui se passe pour elle. Donc déjà, c'est un levier extrêmement important, c'est d'être à l'écoute et empathique vis-à-vis d'une personne qui s'exprime. C'est de considérer la personne dans ses choix et dans ses ressentis et de ne pas projeter en disant « mais non, mais c'est rien, ça va passer », de pouvoir entendre ce qui est exprimé et peut-être entendre ce qui est exprimé comme besoin dans ces moments-là et de pouvoir conseiller en orientant. On n'est pas des psys, en tout cas, sauf Gilles, qui est là et dont c'est la mission, mais pour un certain nombre, ça n'est pas la mission de s'improviser psychologue. Donc, on peut écouter sans être pour autant un psy et orienter la personne et lui dire simplement qu'on est là si elle a besoin. Et ça va lui donner de l'espoir et ça, c'est déterminant pour retrouver l'énergie et le courage d'entrer dans son chemin de rétablissement. Vous allez avoir beaucoup de ressources sur des lieux vers lesquels vous pouvez vous tourner dans le drive qu'on a créé pour vous à la fin de ce webinaire. Je vous parle juste peut-être de 4 associations, alors 3 nationales et une locale. L'association Nightline, qui est une association de jeunes étudiants et qui fait de l'écoute, notamment le soir et la nuit. La Maison Perchée, qui est un réseau d'entraide entre pairs concernés par des troubles bipolaires, borderline et de schizophrénie, et le numéro 3134 en cas de risque suicidaire. Ça peut être soit pour la personne concernée, soit pour un proche de quelqu'un. Et puis, il y a l'association de jeunes Action Suricate à Toulouse, qui fait un travail d'information et de sensibilisation avec un super guide qu'on vous met également dans les ressources, sur toutes les ressources en santé mentale sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'information de ce côté-là. Je vais tout de suite passer la parole à Gilles Biarc. Bienvenue Gilles, 1000 merci de nous consacrer un petit temps dans votre journée extrêmement remplie. Je vous laisse tout de suite la parole pour nous parler de ce projet de sensibilisation, comment vous avez initié ça et finalement quelles sont les intentions à destination des jeunes à travers ce projet. Merci beaucoup Claire et merci donc de cette invitation. Je m'excuse par avance, hein, je suis un peu entre deux, je ne pourrai pas rester pour le temps des questions à la suite, voilà, mais je sais que mes 2 comparses le feront très bien. Juste voilà, vous dire quelques mots de ce projet de sensibilisation à la santé mentale. Projet, comme je le disais l'autre jour, un peu expérimental, qui est parti à partir de discussions au sein du conseil de local de santé mentale de la ville de Toulouse. Donc, il y a une instance qui regroupe à la fois des professionnels, des usagers, mais aussi des familles, des proches de l'entourage,
enfin, des personnes concernées dans la vie dans la cité par les questions de santé mentale. Et cet axe de travail qu'on a sur ce groupe CLSM qui concerne la question de la déstigmatisation des troubles psychiques dont vous avez parlé, Claire, et qui est un enjeu qui reste très prégnant dans notre société, même si on a sans doute déjà pas mal avancé. Et ce travail, il est venu rencontrer des préoccupations qui sont notamment celles des personnels de l'éducation nationale, dont parlera sans aucun doute Virginie tout à l'heure, qui eux aussi font face à des problématiques de santé mentale de plus en plus prégnantes dans la vie des établissements scolaires. En tant que professionnel de la psychiatrie, l'enjeu de s'adresser à ce public-là, des lycéens, il est lié au fait que la période de l'adolescence la période jeune adulte est une période clé en santé mentale puisque c'est une période dans laquelle il peut y avoir de nombreuses décompensations de troubles psychiques et avec une certaine intensité. Le second enjeu, c'est que c'est aussi un âge de la vie où tout est intense et les troubles psychiques aussi, voilà, dans leurs manifestations symptomatologiques, et notamment avec des risques, notamment suicidaires, voilà, qui restent assez élevés très élevés même pour cette tranche d'âge-là. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique à s'adresser à ce public-là. Et puis c'est aussi l'âge où on forme son raisonnement et où on construit sa réflexion vis-à-vis du monde. Donc c'est le bon lieu, le bon moment, je crois, pour avancer sur cette question de la déstigmatisation. Et enfin, on voulait tout de suite, à partir de ce point de départ de déstigmatisation, mettre l'accent sur le processus de rétablissement pour inclure immédiatement cette idée-là que le fait d'avoir un trouble psychique, ça n'est pas une condamnation, voilà. Ça ne décide pas du parcours de vie des personnes et que ça n'est, enfin voilà, qu'on peut en faire quelque chose, qu'il y a des dispositifs de soins et qu'on peut mener aussi une vie même en ayant des difficultés psychiques. Alors, à partir de ces discussions qu'on a pu avoir, notamment avec Virginie Geffard, avec des usagers, présents sur le CLSM, on a monté une intervention à 4 voix, 2 voix professionnelles, donc la mienne et celle d'un médecin psychiatre, le docteur Pauline Rouir, et la voix de 2 usagers, Nathalie Austin qui est là avec nous aujourd'hui et Joachim Vicens, qui, voilà, qui témoignent de leur trajectoire, de leur vécu. Et bon, Nathalie reviendra en détail tout à l'heure, mais je pense vraiment que c'est ce mélange qui est la clé du succès de ce dispositif, voilà, c'est-à-dire le fait qu'on ait eu vraiment en tête l'idée de «mixer» entre guillemets des apports, on va dire, de soignants un peu théoriques sur les troubles psychiques avec du témoignage en direct du vécu de personnes. Je pense que vis-à-vis de ce public-là de lycéens, ça a rendu les choses extrêmement sensibles et ça leur a beaucoup parlé, je crois vraiment. On a eu aussi tout de suite l'idée quand on a construit cette intervention dont je pense vous avez eu, un diaporama là qui vous a été transféré par l'intermédiaire du webinaire. On a eu tout de suite l'idée aussi de leur rendre cette intervention la plus interactive possible. Il ne s'agissait pas de faire un cours magistral, il faut aller chercher les élèves. Et donc, voilà, on est parti sur quelque chose où on s'autorisait à parler les uns les autres, à se couper, à se poser des questions et à donner la parole aux lycéens, à donner vraiment la place pour qu'ils puissent s'exprimer et poser des questions. Donc, pour vous en dire quelques mots, pour que vous puissiez vous représenter un petit peu le contenu qu'on a présenté, donc sur une intervention de 2 heures, avec à peu près à chaque fois, je dirais 300 premières, enfin vous le préciserez peut-être Virginie tout à l'heure, même si on a fait aussi avec des secondes dans un second temps. Donc découpage, un premier temps, plus axé sur la question vraiment de la déstigmatisation, où on présente des vignettes aux lycéens avec des idées reçues sur les troubles psychiques. Par exemple,
Les psys, c'est pour les fous, voilà. Et l'idée, c'est tout de suite de les mettre en position de réagir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et de leur donner tout de suite la parole pour qu'ils puissent un petit peu, voilà, travailler sur ces stéréotypes et être un petit peu dans une position active. L'idée de ce premier temps, donc, c'était d'ancrer, on va dire, les grandes idées générales que vous connaissez. Les troubles psychiques sont extrêmement répandus dans la population, ça n'a rien d'extraordinaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un trouble psychique ne présume pas du parcours de vie de la personne. On peut très bien travailler, on peut très bien faire des études avec un trouble psychique. Le soin, c'est un processus, comment dire, ce sont des propositions qui sont singulières, hein. Ça ne se résume pas aux médicaments ou à l'hospitalisation. Il y a tout un tas de démarches de soins, de psychothérapie, d'interventions diverses et variées, de réhabilitation psychosociale, qui peuvent être proposées aux personnes. Et enfin, certains troubles psychiques peuvent disparaître complètement. C'est notamment le cas de certains troubles dépressifs. D'autres troubles psychiques, eux, sont plus chroniques. C'est le cas notamment de la schizophrénie. Mais même dans le cadre de la chronicité d'une maladie, un processus de rétablissement peut se mettre en œuvre. Et ça, c'est très, très important d'insister là-dessus. Euh, le diagnostic d'un trouble psychique, qui est ce sur quoi on résiste parfois, puisqu'il nous terrifie, et si ça se comprend, là non plus n'est pas une condamnation, hein. Ce n'est pas parce qu'on a tel trouble psychique qu'on ne pourra pas faire telle ou telle chose dans sa vie. Bon, voilà, donc on part un petit peu, poser le cadre un petit peu, voilà, de travailler sur ces stéréotypes avec les jeunes, avec les lycéens, pardon. On a fait le choix donc à chaque fois d'alterner entre des zooms sur des pathologies spécifiques qui nous paraissaient utiles pour cette tranche d'âge et à chaque fois un témoignage de Joachim puis de Nathalie sur le vécu. Le premier zoom, il concerne la dépression, puisque la dépression, c'est le trouble psychique le plus répandu. Donc ça nous paraissait très utile d'en parler. Et là, c'est pareil, on part toujours d'eux. On leur demande, qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme signe clinique, comme symptôme de la dépression? Et là, on se rend compte en faisant réagir la salle qu'en fait, les lycéens savent déjà beaucoup de choses, hein. Ils arrivent des fois pratiquement à dire toute la liste des symptômes. Et ça permet, voilà, qu'il y ait un échange là-dessus, et qu'on puisse aussi aborder la question déjà des idées suicidaires, hein, puisque bon, évidemment, il y a souvent un lien entre, dépression et tentative ou idées suicidaires. Donc on peut déjà aborder cette question-là et voilà, échanger un peu autour de ça. Dans une dépression, c'est quelque chose qui se manifeste d'une certaine façon, mais qui peut aussi, qui peut s'arrêter. Il existe des dispositifs de soins qui peuvent soutenir les personnes. Voilà, donc on aborde un peu ces questions-là. Le second Zoom, il concerne on a fait le choix de le faire sur la schizophrénie pour plusieurs raisons. Bon, la première raison, c'est que la majorité des schizophrénies décompensent à l'adolescence, donc on est sur la période clé. La seconde raison, c'est que la schizophrénie, à notre sens, enfin en tout cas à mon sens, à moi, c'est le trouble psychique qui est de très loin le plus stigmatisé dans la société et dans les médias. Une phrase que je dis souvent, c'est quand on entend parler de schizophrénie au journal télévisé, c'est rarement pour des bonnes nouvelles, hein, voilà. Donc il y a quand même ce stéréotype qui reste très, très présent dans le lien social. Et le troisième enjeu, c'est que, alors ça vaut pour tous les troubles psychiques, mais je trouve qu'avec la schizophrénie, ça a une certaine intensité. Plus c'est la précocité de l'accès aux soins. Plus le dispositif de soins ou la mesure de soins, le jeune va entrer tôt dans le soin, meilleur sera son pronostic de la maladie. Ça, toutes les études sont claires là-dessus et c'est d'autant plus difficile que c'est une pathologie, dont un des symptômes peut être le déni de la maladie lui-même.
Donc la question, c'est comment on fait cheminer une personne pour qu'elle en arrive à accepter le fait qu'elle ne va pas bien et qu'elle a besoin d'aide. Donc voilà, ça c'est en toile de fond les enjeux. Et là, c'est pareil, hein, on échange avec eux là-dessus et on se rend compte que quand même, ils en ont, je trouve déjà, une certaine idée. Heu, heu, on aborde aussi la question des clichés qu'il peut y avoir sur ces pathologies et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, eux-mêmes peuvent dire que parfois, ils ont pu être victimes ou en tout cas, avoir fait face à des choses qu'ils jugeaient jugeantes par rapport à des difficultés qu'ils pouvaient avoir et c'est l'espace que ça puisse se dire, hein. Souvent, au début d'intervention, il y a des lycéens qui rigolent un peu et puis c'est quelque chose qui passe au fur et à mesure de l'intervention, surtout avec ce qu'amène le témoignage des personnes concernées, qui rend les choses, voilà, très, comme je le disais tout à l'heure, très sensibles pour eux. Hem, on ne savait pas trop quand on s'est lancé dans cette intervention de sensibilisation, on avait un peu le trac parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait être reçu, hein, voilà. Heu, Moi, j'ai l'habitude d'intervenir auprès d'un public adulte, mais pas forcément, auprès de lycéens et j'avoue qu'on a été, très agréablement surpris par, enfin, comment dire? La façon dont ça pouvait accrocher à leur attention, la pertinence de leurs questions et leur envie d'en savoir quelque chose, en fait, de ces questions-là. Donc ça montre bien que, même si on a pu avoir des réticences initiales du côté de l'éducation nationale, hein, puisqu'on a quand même plusieurs établissements qui ont refusé cette intervention, pour des raisons qui leur appartiennent et sans doute des bonnes raisons aussi, mais on voit bien que c'est pas si facile que ça de venir parler de santé mentale, dans les lycées, même si, comme je le dis aussi en introduction de mon intervention, quand moi-même j'étais lycéen, c'était impensable qu'une telle intervention ait lieu, hein. Voilà, je pense que ça, il faut aussi toujours repartir d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on en est maintenant. Ouais, voilà, un chemin a été accompli et il reste bien sûr encore pas mal de travail, mais voilà, moi je trouve que c'est un vrai succès cette intervention. C'est pas du tout pour se jeter des fleurs que je dis ça, parce que si, mon idée d'intervenir aujourd'hui, c'est justement pour que ceux qui écoutent puissent s'en emparer et faire quelque chose au niveau local, construire quelque chose à partir de ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire et qu'il y a beaucoup de lycéens qui sont prêts à recevoir, ce type d'intervention. Voilà pour, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Gilles, effectivement, de nous donner, de partager, nous encourager à agir sans nier parfois, voilà, les difficultés et les résistances, mais on voit le bénéfice que ça peut apporter. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. On vous Je libère, vais devoir Gilles. partir du coup. Voilà. Merci, bonne Merci pour continuation de webinaire à tous. de Merci vous être Claire. libéré. À très bientôt et bon courage pour votre journée, Gilles. À bientôt. Je vais donner tout de suite la parole à Nathalie parce que, effectivement, comme le disait Gilles, euh, un des succès pour lui de ce programme, c'est l'articulation entre la parole professionnelle et la parole du vécu. Et c'est le travail que fait Nathalie sur ce projet. Donc, je vous laisse la parole, Nathalie, pour nous dire, peut-être nous parler un peu de votre parcours, de votre engagement en tant que femme, en tant que j'allais dire littéraire, femme littéraire, en tout cas votre métier autour de la littérature et aujourd'hui comment vous vous appuyez sur votre expérience pour sensibiliser mais aussi accompagner des personnes qui traversent des troubles psychiques. Bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Aoustin. Je suis vice-présidente de la Fédération Santé Mentale France à Paris. Je suis usagée de la psychiatrie. Voilà, je suis toujours dans le soin. Et professionnellement, j'anime des ateliers d'écriture dans une clinique psychiatrique Castelvieille, aux alentours de Toulouse, dans 2 GEM, le GEM Bon Pied Bon Oeil et le GEM Nomade à Toulouse, dans un XAPA
un centre de soins pour les addictions et également j'interviens dans des écoles auprès des moniteurs éducateurs et des éducateurs spécialisés. Donc toujours, mon outil, c'est les ateliers d'écriture. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu de cette expérience qu'on a menée avec, auprès des lycéens. En fait, je me suis rendu compte qu'on me demandait de témoigner et je me suis rendu compte que de leur résumer un peu mon parcours, ça pouvait les intéresser et ça faisait écho chez eux. Voilà. Donc mon parcours, j'ai eu une enfance, particulière, je suis née dans l'Aveyron, à Rieux-Pérou. Donc voilà, une belle campagne, un paysage magnifique. C'est un très beau pays, l'Aveyron. Mais voilà, j'étais une enfant assez solitaire, hein, une enfance un peu oui, solitaire. Je lisais beaucoup et déjà, je lisais la nuit, parfois très tard, hein, 2 heures, 3 heures du matin. J'avais déjà des problèmes d'insomnie, on va dire. Et puis à 9 ans, j'ai vécu un traumatisme, un problème d'agression sexuelle par un fermier voisin. Ce fermier ensuite a fait de la prison parce qu'il y a des familles qui ont porté plainte. Et suite à ça, donc 9 ans, c'est quand même tout jeune, hein, suite à ça, j'ai eu des idées noires, je me souviens, et également des troubles du comportement alimentaire, hein, de l'anorexie, de la boulimie. Et donc à 15 ans, je me suis dit, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie, voilà, d'ouvrir une nouvelle porte. Et on m'a proposé, d'être interne au lycée Saint-Cernin à Toulouse, de faire des études d'art plastique. Et donc voilà, j'ai passé mon bac à Toulouse, ensuite j'ai fait un BTS en expression visuelle pour travailler dans le milieu de la publicité. Puis bon, la pub, ça m'a pas trop plu. Du coup, à 20 ans, je suis allée à Paris faire des études de lettres modernes à la Sorbonne. Et là, j'avais d'excellents résultats. C'était vraiment des études qui me passionnaient, lettres modernes. Seulement, la dernière année des concours, il y avait à la fois la pression des concours, à la fois j'ai vécu une rupture amoureuse. Et donc, à l'âge de 25 ans, voilà, je suis tombée malade, j'ai vécu une décompensation psychique. Et donc, à l'époque, j'entendais quand même des voix, je suis sortie pieds nus dans la rue, j'ai dormi dehors, enfin des choses très, très, très graves, quoi. Et j'ai été hospitalisée en urgence à Sainte-Anne. Et là, quelque temps après, il a fallu quand même 1 an et demi pour qu'on me diagnostique une psychose maniaco-dépressive, une PMD. Alors c'est un vieux terme, hein, aujourd'hui on parle de bipolarité. Il y a très longtemps, on aurait parlé de mélancolie. Pour moi, c'était important, d'avoir un nom comme ça sur ma souffrance pour mieux me soigner. Alors, le droit de se soigner, hein, ça, c'est quelque chose que je dis, souvent aux lycéens, hein. Si vous avez, une souffrance en vous, vous avez le droit de vous soigner, c'est vraiment important. J'ai eu de la chance dans mon parcours de soins, j'ai été accueillie, par des psychiatres, psychanalystes. Pour moi, c'est très important, cette qualité d'écoute, dont voilà, qu'on m'a offert. Alors, j'ai quitté Paris, je me suis rapprochée, de ma famille, donc je me suis réinstallée à Toulouse et là, j'ai rencontré les GEM Bon Pied Bon Oeil, principalement, ensuite Nomade. Bon Pied Bon Oeil, c'est un GEM, ouvert à tous, où la notion de participation, d'empowerment, c'est vraiment, la clé, de cette association. Et dans le lieu du GEM, c'est là que j'ai pu trouver, mon goût pour, animer des ateliers d'écriture. Ensuite, je me suis formée pendant 5 ans à l'animation d'ateliers d'écriture. Alors ce que je dis aux lycéens, c'est que, il faut pas avoir honte, d'être en souffrance, quoi. Il y a quand même un quart des personnes qui sont concernées au cours de leur vie par, la maladie psychique. Et ce qui est important, oui, c'est ces valeurs du rétablissement. C'est-à-dire on peut avoir souffert, on peut avoir vraiment, été très, très malade mais il y a toujours un horizon possible. Alors aujourd'hui, je suis tout le temps en soins, hein, je vois mon psychanalyste, tous les mercredis, mais je peux dire que j'ai
une grande qualité de vie, hein. Quand je me lève pour aller travailler le matin, je suis contente. Voilà, je fais un métier passionnant. Peut-être que si j'avais eu mon concours, l'Agrég là, de lettres modernes à l'époque, peut-être que j'aurais pas été comme ça dans un quotidien aussi, aussi plaisant, quoi. Donc pour moi, je dis toujours que la psychiatrie, ça a été un passage, que j'avais pas prévu, mais finalement ça s'est révélé être une chance, hein, et c'est ce que je dis aux lycéens. Je leur dis: «Vous les jeunes, si vous traversez une période difficile, vraiment, vous pouvez consulter» et pour moi, la psychanalyse, ça m'a permis de trouver mon désir, quoi. Et auprès des lycéens, chaque fois, je suis stupéfaite comment ils sont à l'écoute, la qualité de leur écoute, hein. Alors en 2025, on va intervenir sur 2 autres lycées là, en 2023 et 24, c'était les lycées Fermat, ensuite Saint-Sernin. On va intervenir aussi à Stéphane-Hessel et à Gisèle Halimi, donc peut-être des lycées, dans des quartiers plus populaires. Alors je me dis là, je vais sûrement faire passer mon message, je vais m'adapter à eux. Je vais leur dire que pour eux aussi, il y a un possible futur, quoi, voilà. Donc en conclusion, pour moi, ces interventions en lycée, ça fait partie, de mon engagement, hein, de mon militantisme. C'est important, de faire passer ces messages, auprès des jeunes et ce que je leur dis, c'est que finalement, c'est possible, d'aller bien, même si on a vécu quelque chose, de grave, quoi. Et aujourd'hui, voilà, je suis, plutôt heureuse, hein. J'ai trouvé mon désir et voilà, c'est ce pourquoi j'ai envie de vivre, chaque matin. Merci. Merci beaucoup Nathalie pour cette parole extrêmement touchante et précieuse et qui nous donne, je pense à tous, beaucoup d'espoir et d'énergie effectivement pour agir. C'est précieux d'avoir des paroles comme ça, de témoignages de vécu. Donc, et votre engagement est communicatif. Ça nous donne envie d'agir. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça. Et on voit bien à quel point c'est un levier, ce récit, cette parole de l'intérieur finalement, pour sensibiliser notamment les jeunes et à quel point ils sont réceptifs à cette parole-là. Donc, c'est formidable. Je vais tout de suite passer la parole à Virginie Giffard. Comme je disais, vous êtes conseillère principale d'éducation CPE au lycée Fermat à Toulouse. Et voilà, vous allez nous expliquer pourquoi ça vous a semblé important de mener une action à destination des jeunes spécifiquement sur la santé mentale et comment vous avez fait peut-être pour déployer ce programme malgré quelques résistances que l'on peut rencontrer quand on aborde ces sujets-là. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis donc Virginie Giffard, je suis CPE au lycée Fermat à Toulouse. L'idée de travailler sur la santé mentale, elle est, je crois, comme pour beaucoup de mes collègues et beaucoup de professionnels de l'éducation, devenue essentielle parce que on s'aperçoit depuis plusieurs années, et pas selon moi uniquement depuis la période Covid, puisque tout le monde a beaucoup parlé de la période Covid comme une période qui a un peu cristallisé les demandes des élèves autour de la santé mentale. Mais je crois quand même, depuis avant le Covid, et pas seulement lié au Covid, des élèves quand même, des jeunes qui viennent de plus en plus nous dire qu'ils sont en souffrance. Alors, ils viennent le dire évidemment aux professionnels dont j'ai envie de dire c'est le métier initial, c'est-à-dire les infirmières scolaires, mais aussi les psychologues de l'éducation nationale, mais ils le disent aussi aux CPE, ils le disent à leurs enseignants, ils leur disent un peu à toutes les personnes de l'institution qu'ils peuvent rencontrer. Et on s'est aperçu qu'il y avait presque une forme de tsunami par rapport à la santé mentale, qui est liée, à mon sens, à l'histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a jamais été aussi intéressé par les jeunes que depuis 40 ou 50 ans dans l'éducation, parce que je ne sais pas pourquoi on a un focus comme ça aussi important sur eux, plus que finalement sur les personnes de 40 ans ou 60 ans. Il y a une espèce de focus très important sur les jeunes lié à la crise.
liées aux enjeux socio-économiques. Hein, bon. Lié aussi très clairement en lien très clairement pour les jeunes aussi avec l'idée que il y a eu beaucoup de réformes dans notre système qui se sont accumulées, les réformes de Parcoursup, la réforme du bac, tout ça, ce sont des sources de pression très fortes pour les jeunes, pas que pour les jeunes d'ailleurs, pour les adultes aussi qui les entourent. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait un diagnostic très fort, un enjeu très fort autour de ça, avec beaucoup de jeunes qui venaient nous raconter un peu leurs difficultés. Et la difficulté pour nous, qui ne sommes pas des professionnels de l'accompagnement, à aider et accompagner ces jeunes. Alors, dans l'éducation nationale, il existe des tas de dispositifs internes avec lesquels on les accompagne, que ce soit des aménagements aux examens, que ce soit des aménagements de scolarité ou ce genre de choses. Mais il nous paraissait aussi important, et c'est là que le Conseil local de santé mentale à Toulouse nous a beaucoup aidés, c'est qu'en fait, il nous paraissait aussi important de pouvoir sortir du tabou de la santé mentale, pouvoir en parler tranquillement, pouvoir dire que c'est normal de ne pas aller bien à des moments, qu'il y a plein de gens qui ne vont pas bien, qu'on est là aussi tous les âges de la vie, parce que je ne vois pas pourquoi ça serait que le problème des jeunes, c'est aussi le problème des plus âgés qui n'osent pas forcément en parler d'ailleurs. En tout cas, être capable de dire à des jeunes qu'on n'est pas obligé d'être dans cette forme de performance tout le temps, qu'on n'est pas obligé d'être parfait, qu'il y a plein de trucs qui nous aident justement à être plus humains, à être plus sensibles, à être plus en accord avec nous-mêmes et qu'il faut en parler. Ils sont plus ouverts à ça aussi en lien avec évidemment les réseaux sociaux qui leur parlent beaucoup de ça, beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui se saisissent de ces questions-là. Donc, ce projet, il est né il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi parce qu'avec ma collègue infirmière de l'époque, on s'est aperçu qu'on avait énormément d'élèves qui n'allaient pas bien, qui étaient accompagnés en extérieur à la fois à l'hôpital, en hôpital de jour, mais aussi qui étaient accompagnés en libéral. Énormément de demandes aussi d'élèves avec des besoins d'accompagnement qui n'étaient pas satisfaits parce qu'effectivement, on manque de structure et on manque de moyens. Bref, la nécessité pour nous de ne pas faire semblant que ça n'arrivait qu'aux autres ou de manière énigmatique, mais que c'était l'affaire de tous. Donc, on a réfléchi avec le Conseil local de santé comment travailler. Les jeunes, très clairement, ce qu'ils me disent à moi, ce qu'ils disent aux enseignants, c'est qu'ils en ont un peu assez des interventions un peu de singe savant sur des préoccupations particulières. Je pense notamment peut-être à des choses sur la prévention autour des IST, ce genre de choses. On n'avait pas envie de faire ça, en fait, pour la santé mentale. On avait envie de toucher réellement ce qui touche les gens, c'est-à-dire leur sensibilité, leurs émotions. Donc, l'idée, c'était à la fois de faire une intervention épidémiologique sur la réalité de la santé mentale chez les jeunes en France, ce que font Pauline Rouir et Gilles Briarc de l'hôpital Marchand, c'est-à-dire qu'ils amènent cet apport épidémiologique, même s'il est amené de manière extrêmement fluide, légère, facile, avec un jeu de va-et-vient de questions avec les élèves. Mais il était aussi de faire intervenir des gens qui sont qui ont eux-mêmes été touchés par des problèmes de santé mentale ou le sont encore et qui sont capables d'en parler de manière très tranquille, très fluide, en disant que la vie ne s'arrête pas et qu'on n'est pas forcément stigmatisé dans sa vie parce qu'on a soi-même souffert. Donc ça, ce sont les interventions de Nathalie qui est là et de Joachim qui parle, lui, plutôt de l'anxiété, ce qui est intéressant puisqu'on a le problème du refus scolaire anxieux dans les établissements, beaucoup, de plus en plus. Et je crois que ces interventions, elles sont très bien perçues par les élèves parce qu'elles sont vivantes, elles sont émotionnelles, elles sont aussi une vraie source d'inspiration pour les élèves pour se dire « Ok, donc ces gens-là, ils ont vécu des choses, mais en même temps, ils sont là, ils ont l'air chouettes, ils ont l'air raccord entre la tête et le ventre, ils vivent des vies complètement normales, ils en parlent. Donc ça fait du bien aussi pour eux de sortir un petit peu de la caverne dans laquelle on peut se sentir quand on est jeune et quand on est en difficulté sur ces questions-là. Donc, l'idée de sortir de la stigmatisation, elle est là aussi, c'est-à-dire sortir de l'idée que parce qu'on souffre, du coup, on est bon à rien, notre vie est foutue, on n'a plus d'orientation, nos notes, ça ne va pas, enfin voilà. Le marasme dans lequel on peut se retrouver quand on est jeune et que connaissent bien les gens qui travaillent avec des adolescents. Pour nous, pour moi en particulier, les freins, très clairement, ça a été de convaincre. Convaincre que c'était important. Alors, important massivement, c'est-à-dire que ça, tout le monde en avait parfaitement conscience, importante de la massification de cette situation-là, de jeunes qui ne vont pas bien, mais en même temps, c'était très difficile de convaincre des professionnels de l'éducation que plus on en parle, mieux ça va.
Parce que finalement, les gens se disent que plus on en parle, plus ça va sortir, plus on va en avoir, que ça va être terrible, qu'on ne va pas pouvoir le gérer, qu'ils vont tous nous raconter des tas de choses horribles. Bon, alors oui, c'est vrai, plus on en parle, et tant mieux. C'est mon avis, c'est-à-dire que plus on en parle, plus on va se dire qu'il y a plein de professionnels à qui on peut en parler, qui ne sont pas forcément des professionnels de l'écoute, mais qui vont pouvoir jouer un peu la plateforme technique pour nous orienter vers des personnels dont c'est plus le métier. Et donc, c'est tout l'objectif. C'est-à-dire qu'on sort justement de l'idée qu'on est tout seul avec ses problèmes de santé, mais que on peut en parler à des tas de gens qui sont soit dans l'évaluation pour les enseignants, soit pas dans l'évaluation pour moi, qui peuvent être aussi des gens qui sont des professionnels de l'écoute, comme des psychologues de l'éducation nationale ou des infirmières, et qu'on peut aussi avoir des ressources extérieures, la maison des ados, la consultado, enfin plein de partenaires extérieurs dont on parle aux élèves à la fin de nos interventions. L'objectif pour nous, il est de se dire que c'est l'affaire de tous, parce que c'est vraiment ça dont il est question. Parce que je ne vois pas comment un élève peut entrer dans un établissement scolaire et laisser de côté tout ce qui fait de lui un jeune. Il n'est pas juste une tête dans laquelle on fait rentrer des choses, mais évidemment, il est accompagné de tout le reste. Donc, l'idée de convaincre, elle n'a pas été simple, notamment auprès des chefs d'établissement et ce genre de choses, parce que s'ils sentent bien qu'il y a un diagnostic de terrain important, il faut aussi être capable de les rassurer par rapport à l'idée que c'est pas parce qu'on parle des choses qu'on contamine tout le monde. Bien au contraire, à mon avis, on démine des situations. Bien au contraire, on permet de dire qu'on est là, quoi. Même si on n'est pas immédiatement le personnel. On est un personnel ressource sans être le personnel solution, quoi. Voilà. Nous, on a fait le choix de travailler sur les premières. C'est moi qui avais fait ce choix-là à l'époque, il y a 2 ans et demi, avec l'équipe, parce qu'il nous semblait que les premières étaient un bon public pour être capable d'entendre ce qu'on avait à dire à ce moment-là. Ce ne sont pas des secondes qui sont encore un peu dans la peur du jugement de l'autre aussi quand on va peut-être prendre la parole. Et puis les secondes sortent du collège, donc c'est parfois un peu difficile pour eux encore d'avoir cette maturité aussi. Les terminales ne me paraissaient pas forcément un public adapté par rapport aux examens et par rapport au fait qu'ils sont déjà de toute façon très happés. Donc, on a fait ce choix des premières, mais vous voyez, le lycée Saint-Cernin, dans lequel travaille l'ancienne infirmière avec laquelle je travaillais maintenant, a décidé de travailler avec les secondes. Et c'est un travail intéressant aussi parce que les secondes ont beaucoup participé. Moi, on a fait le feedback avec mes collègues. Ça s'est aussi très bien passé en secondes. Donc, je pense que c'est un public qui est tout à fait adapté. En tout cas, je suis certaine qu'il ne faut pas les prendre pour des imbéciles sur ces questions-là et qu'ils ont besoin qu'on leur parle vrai, qu'on leur parle sincèrement, sans tabou. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler ensemble il y a 2 ans et demi. Je suis très contente de ce partenariat qui continue depuis maintenant 2 ans et demi. J'espère qu'on va pouvoir continuer de travailler ensemble. Ça se diffuse progressivement dans l'établissement parce que on en parle entre nous, entre collègues, en réunion. Et il y a plein de collègues qui se sont déjà mobilisés et qui font venir les équipes pour travailler sur ce projet. Donc, voilà, on est très contents de ça. Voilà. Merci beaucoup Virginie. J'ai peut-être juste une question avant de prendre les questions. C'est justement, qu'est-ce que vous avez constaté, qu'est-ce que vous avez eu comme retour des élèves? Est-ce que la crainte de finalement voir se répandre plein de problèmes de santé mentale chez vos lycéens a pu être écartée ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les lycéens, très clairement, étaient très contents de ces interventions. Mais quand je dis très contents, enthousiastes. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui, au démarrage, étaient un peu rétifs en se demandant un petit peu vers où ils allaient. Puis finalement, ils se sont rendus compte que la santé mentale, c'est eux, c'est aussi leurs proches, c'est aussi leur famille, c'est aussi leurs copains. Donc finalement, pour ceux pour lesquels c'était peut-être un peu plus lointain, mais ils se sont aperçus que c'était extrêmement sensible. Et en fait, la réponse a été extrêmement positive. A été de se dire, ah mais en fait, alors vous savez qu'on est stressé, mais alors vous savez qu'on est anxieux, mais alors vous savez que on a des idées noires. Finalement, c'était une porte aussi entre les jeunes et les adultes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est ouvert pour eux. Donc moi, à l'inverse, je pense que non seulement, alors ça ne nous a pas forcément amené plus d'élèves, simplement ça leur a permis de parler mieux d'eux, de parler différemment d'eux, plus librement. Et alors effectivement, il y a eu un peu plus sur les personnels qui étaient concernés, notamment la psychologue de l'éducation nationale, l'infirmière, moi, les profs, en tout cas ceux qui ont été touchés par l'intervention. Il y a eu un peu plus d'élèves qui ont parlé de ça, mais
c'était bien parce qu'ils venaient chercher des solutions, ils venaient chercher de l'aide, ils ne restaient pas enfermés. Donc, c'était tout l'objectif, en fait. Merci beaucoup, Virginie. Je vois effectivement dans le fil de discussion que c'est important de préciser que ce projet, comme vous le disiez, hein, il est né d'une réflexion partagée au sein du Conseil local de santé mentale, on l'a dit peut-être un peu vite CLSM, qui est un dispositif qui est porté par la mairie de Toulouse, qui a été très soutenante sur ce projet-là et qui a participé à la faisabilité, et que c'est, comme vous le disiez, hein, grâce à l'appui des services de santé de l'éducation nationale, des équipes de santé au sein du lycée et bien sûr de la direction du lycée que tout ça est rendu possible. Donc, enfin voilà, il y a c'est une démarche qui est très collective et qui a été soutenue par chacun des établissements, les services de santé de l'éducation nationale et la mairie. Et c'est vrai que c'est une des clés de réussite, c'est que enfin, voilà, chacun a participé à la faisabilité du projet. Alors, on arrive à la troisième partie de ce webinaire qui est le temps de vos questions. Donc, on va essayer de faire au mieux pour y répondre sans l'aide de Gilles Biarc et voilà, éventuellement vous orienter si c'est nécessaire. Donc, on va prendre une première question. Alors, la compétition est-elle un facteur de mal-être? Est-ce que vous voulez en dire un mot, Virginie, même si j'imagine qu'on ne va pas y répondre par oui ou par non? Non, alors ça, il est difficile de répondre à cette question comme ça de manière rapide. Ce qu'on peut se dire quand même, c'est que ce que je disais tout à l'heure, la réalité, c'est que les élèves se sentent aujourd'hui beaucoup en examen, tout le temps, avec la réforme du baccalauréat. Et je pense que ça même si ce n'est pas la réalité de ce qui se passe, on pourrait en parler, hein, ce n'est pas l'objet, mais ils se sentent évalués en permanence. Ils se sentent sans arrêt avec ces histoires de notes, de coefficients et de contrôle continu. Ils se sentent sous pression permanente et ils ont l'impression de passer le bac à chaque fois qu'ils passent une évaluation. Donc ça, c'est extrêmement difficile pour eux, extrêmement violent. Même si je crois que ce n'était pas tout à fait l'esprit de la réforme, c'est quand même le ressenti qu'ils ont. La réforme de Parcoursup, finalement, qui a été assez mal lue, assez mal perçue aussi par pas mal de monde, a favorisé aussi ce sentiment de mal-être. Il y a des élèves qui vivent très bien la compétition, on le sait, mais ils sont très minoritaires. La plupart des élèves vivent assez mal ce sentiment d'être mis les uns à côté des autres pour être comparés, et on essaye de les faire sortir de ça. Mais là, malheureusement, je crois qu'il y a aussi une forme de violence institutionnelle contre laquelle nous, les professionnels, on doit essayer de lutter en expliquant un petit peu de quoi il s'agit, mais je pense malheureusement que c'est le cas, oui. Merci beaucoup, Virginie, pour votre réponse. Deuxième question. Question pour Virginie Giffard. Pourquoi, selon vous, selon l'Éducation nationale, y a-t-il de plus en plus de refus scolaires anxieux? Comment l'analysez-vous en interne, en lien éventuellement avec le personnel de santé, infirmières scolaires, partenaires extérieurs de l'hôpital Marchand, par exemple, ou autres? Alors peut-être, ce sont quand même des questions assez complexes, sur lesquelles ce n'est pas forcément évident enfin voilà, d'avoir une analyse aujourd'hui, j'allais dire validée scientifiquement, mais effectivement, comme vous venez de l'évoquer, Virginie, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un ressenti, et ce qui nous intéresse peut-être, c'est comment vous, les élèves, vous parlent par rapport à ces situations-là, et ce que vous observez sur le terrain, et comment c'est analysé collectivement. C'est vrai que votre regard est intéressant pour nous. Encore une fois, trop compliqué pour moi de répondre de manière efficace et efficiente sur le refus scolaire anxieux, mais très clairement quand même, l'analyse, elle est évidente. On a de plus en plus d'élèves qui aujourd'hui ont du mal à venir à l'école. Autrefois, on parlait de phobie scolaire, aujourd'hui, on parle de refus scolaire anxieux. Derrière le refus scolaire anxieux, il y a plein de choses. Il y a du décrochage, il y a une santé mentale qui généralement n'est pas très efficace.
Pour moi, il n'y a pas d'élèves désinvoltes, ça n'existe pas, j'en ai jamais rencontré de ma carrière, que ce soit en milieu plus sensible ou en milieu plus favorisé. Il n'y a que des élèves qui, à un moment donné, traversent des périodes difficiles et souhaiteraient que ça fonctionne pour eux à l'école, mais ne trouvent pas les ressources, soit personnelles, soit institutionnelles, pour être accompagnés. Alors pourquoi il y en a de plus en plus? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même une pression très forte sur les jeunes depuis 40 ou 50 ans. Pas uniquement mise sur l'école, sur l'école et par l'école. Il y a aussi une pression politique, très clairement, il y a une pression économique, et je pense que ça fait partie du problème, puisqu'on passe notre temps, et on le voit bien, même quand on n'est pas professionnel de l'éducation nationale, à avoir des avis sur les jeunes, ce qu'il faudrait faire avec eux, comment les traiter. Bon. Donc je pense que ça fait partie, ce focus très important sur les jeunes fait partie de la pression qu'ils ressentent, et du coup, génère forcément un peu de refus scolaire anxieux. Je l'ai dit aussi un petit peu institutionnellement, je crois qu'on est parfois violent. Je le dis très tranquillement en sachant que je fais partie de ce système et que j'essaye moi-même à l'interne de regarder un petit peu ce qui est violent et de le corriger, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas corriger, notamment le fait que la réforme du bac a engendré des programmes extrêmement lourds pour les enseignants qu'ils doivent absolument faire passer aux élèves. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi cette forme de pression-là. Il y a l'idée que Parcoursup, de plus en plus, va essayer de classer les élèves entre eux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Et du coup, ça génère de la pression. Cette pression, elle fabrique du refus scolaire anxieux. Il y a le refus scolaire anxieux lié, évidemment, à la période Covid, où les élèves se sont retrouvés à la maison facilement, entourés, tranquilles, sans avoir besoin d'être en relation avec les autres. Puis tout d'un coup, il faut y revenir. Donc ça génère aussi une espèce d'anxiété sociale. Enfin, il y a énormément de raisons à cela. Après, je pense très sincèrement, moi je le vois dans mon établissement, on essaye, si on a un peu cette culture autour de la santé mentale, on essaye de plus en plus d'aménager des solutions qui peuvent ressembler à du bricolage, mais qui peuvent, pour des élèves et pour des familles, être de véritables axes de progression pour eux, pour intégrer quand même les jeunes et les faire venir au lycée au maximum de ce qu'ils sont capables de faire. Je crois qu'on est obligé aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut se faire l'économie de ces questions-là, même si on est très clairement en manque de moyens, et ça je le partage, pas de problème. Voilà. Merci beaucoup Virginie, ça me donne envie de rebondir sur effectivement c'est une des grandes difficultés de la santé mentale et c'est ce que j'essayais de dire en introduction, c'est que le fait qu'il y a des dimensions qui peuvent être environnementales et sur lesquelles on n'a pas forcément de marge de manœuvre. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas pour autant se décourager sur ce que l'on peut faire, mettre en place à des échelles plus micro et qui vont quand même être déterminantes pour permettre des chemins de rétablissement et trouver un équilibre en tout cas de vie. On continue ? Alors, quels sont les mots afin de rassurer ou encourager ces jeunes ? J'ai envie de vous poser à vous, notamment Nathalie, la question, est-ce qu'il y a des mots plus ou moins rassurants ou encourageants ? Je pense que déjà le mot écoute, accueillir, les écouter, et puis leur parler qu'un parcours de soins est possible et le rétablissement est possible aussi, quel que soit le degré de souffrance qu'ils peuvent traverser. Voilà. C'est le message que j'ai envie de partager avec eux. Après, c'est vrai que en ce moment, c'est difficile d'obtenir des rendez-vous parfois chez les spécialistes, qu'ils soient psychiatres ou psychologues, mais je pense que souvent la souffrance, elle date d'il y a très très longtemps, quoi. C'est pas apparu comme ça d'un coup. Ça fait souvent des années que les personnes sont fragiles et du coup, ça vaut le coup d'attendre 1 mois ou 2 ou 3 pour prendre un rendez-vous. Ça peut être décisif. Voilà. Merci Nathalie. Est-ce que vous voulez compléter, Virginie ? Non, je partage complètement ce qu'a dit Nathalie. C'est d'ailleurs tout l'objet de sortir de la stigmatisation autour de la santé mentale,
c'est que ce soit l'affaire de tous. C'est-à-dire que l'élève puisse se dire, je peux en parler. Je peux en parler à un surveillant, je peux en parler à mon prof, je peux en parler à l'infirmière, à la psychologue de l'éducation nationale, à la CPE, à n'importe quel professionnel de l'éducation qui va être capable de, non pas de lui trouver des solutions, parce que ce n'est pas du tout son métier, mais de lui dire, je suis là, en fait, je t'entends, ce que tu vis, c'est réel, je ne le nie pas, et on va essayer de t'aider à surmonter ce moment. C'est juste ça, en fait. Et de ne pas balayer ça d'un revers de main en disant, bon, mais ça va passer. Exactement. Donc oui, je partage ce que dit Nathalie, l'écoute, c'est extrêmement important en première intention. Comme vous dites, c'est peut-être juste ça de dire je vais t'aider. Je ne suis pas magicien, mais je suis prêt à t'aider. Ça me fait penser à une association justement de prévention du suicide aussi en complément de la ligne 3114 qui s'appelle Dites je suis là. Et en fait, ces mots-là, de tout simplement pouvoir dire voilà, je ne suis pas magicien, mais je suis là et je suis prêt à t'aider. Ce sont déjà des mots extrêmement forts et extrêmement puissants que l'on peut encourager et effectivement de faire sentir à la personne qu'elle est reconnue dans ce qu'elle vit. Hein, vous l'avez bien dit dans vos témoignages. Ce qui est important, c'est de les reconnaître dans ce qu'ils vivent et de dire qu'ils ne sont pas tout seuls. Alors, nouvelle question. Blocage sur les questions. J'accompagne une jeune âgée de 14 ans qui refuse tout accompagnement, notamment psychologique. Elle semble dans le déni de ses difficultés. On ne peut pas la forcer à rencontrer un psychologue. Avez-vous des outils pour qu'elle prenne conscience de ses troubles? Nathalie, qu'est-ce que vous conseilleriez? C'est très caractéristique de la maladie psychique. Au début, on est dans le déni. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 15, 16, 20 ans, ou même jusqu'à ce que ça explose, je ne voulais pas consulter. Je faisais du jogging avec un ami qui était prof à la fac. Et c'est le premier qui m'a dit, Nathalie, là, il faudrait que tu consultes un psy. Mais moi, pour moi, un psy, c'était pour les fous, quoi. J'avais cette idée reçue qu'un psy, c'est pour les fous et je me catégorisais pas comme folle, quoi. Donc, le déni, c'est vraiment, malheureusement, c'est la première étape. Donc, comment convaincre cette jeune âgée de 14 ans je ne sais pas. Là, franchement, je crois qu'il n'y a qu'elle qui puisse prendre cette décision. Alors, bien sûr, il faut l'informer, il faut lui en parler, mais souvent, les proches ou les amis, ce n'est pas forcément les mieux placés. Parfois, on peut prendre la décision parce que, par exemple, il y a la série En thérapie qui est très bien faite. Ça peut être comme ça, une information qu'on reçoit de l'extérieur. Parce que quand c'est les parents, on a envie de leur dire non, mais ça va, quoi. Voilà. Virginie? Oui, je partage complètement ce que dit Nathalie. Je pense qu'il y a des périodes de cuisson chez les adolescents. C'est plutôt comme ça que je le dirais moi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est plus ou moins cuit pour sortir, tout comme chez nous d'ailleurs, les adultes. Il y a des moments où on sent que les choses, comme un tagine, cuisent lentement. Et puis, il y a des moments, c'est cuit, donc ça va sortir. Alors, ça peut sortir par plein de biais différents, selon moi. Ça peut sortir par l'école, bien sûr, par les notes, par les absences, par des comportements à risque, par des tas de choses. On va peut-être attendre qu'un élément comme ça sorte, qu'il y ait une espèce de bouillonnement, pour se saisir de ça en disant mais qu'est-ce qui s'est passé là et essayer de travailler un petit peu les fils du nœud. Mais on ne peut pas forcer les gens. C'est-à-dire que plus on essaye de... Moi, je crois que c'est contre-productif. On le sait quand on est des professionnels de l'éducation ou même des parents. Plus on va pousser quelqu'un à aller dans un sens, plus il va reculer. Donc, à l'inverse, il faut lui dire qu'on est là, qu'on l'accompagne, qu'on le suit, qu'on accompagne ses choix quoi qu'il arrive, mais qu'on sera toujours là. Et en général, ça fonctionne, ça finit par sortir. Oui, moi j'entends dans la méthode du tagine là que vous proposez. Ce que vous nous dites, c'est avoir confiance et d'être patient, c'est-à-dire de continuer à être en lien avec cette jeune de 14 ans en disant voilà, ok, c'est pas tout de suite, c'est peut-être pas maintenant, mais je continue à te dire
qu'il y a des gens qui peuvent t'aider, qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que toi. Il me semble que peut-être, voilà, elle ne veut pas rencontrer un psychologue, mais peut-être qu'elle serait d'accord pour rencontrer des jeunes par le biais d'une association, donc de pouvoir peut-être multiplier les propositions ou éventuellement appeler justement une ligne d'écoute comme celle de Nightline. Donc, l'outil, j'ai envie de dire, c'est la persévérance. De vous garder confiance dans le fait qu'il y a un moment où ce sera cuit, ce tagine, et elle se saisira de ça. Ne pas minimiser le fait que vous pouvez donner des informations, continuer à proposer des choses, et peut-être que vous avez l'impression que rien ne se passe à l'extérieur. Et en fait, à l'intérieur, il y a des choses qui se mettent en route et qui ne sont pas visibles. Et qu'effectivement, il y a un moment où elle va s'en saisir. Donc, gardez confiance. Et peut-être, comme disait Virginie, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de ne pas forcer. Mais peut-être qu'on peut parler de soi dans ces moments-là, de dire, ben, moi, je suis inquiète pour toi. Moi, j'aimerais pouvoir voilà, t'aider. Et donc, le jour où tu en as envie, je serai là. Si tu en as envie, je serai là parce que moi, je suis inquiète et tu n'es pas seule. Alors, il y a une proposition des ouvrages du docteur Xavier Pomereau sur les adolescents, qui était un professeur à Bordeaux, notamment. Alors, on va prendre encore quelques questions. Madame Aoustin, les ateliers d'écriture participent-ils du processus de rétablissement? Pouvez-vous renvoyer une lecture, un lien pour la mise sur pied de tels ateliers? Alors, Nathalie. Oui, alors oui, d'abord, l'écriture, c'est quelque chose d'essentiel, hein. Il y avait un psychiatre comme ça, quand il arrivait dans une institution, tout de suite, il mettait en place un atelier d'écriture parce qu'il disait ça permet aux personnes de se réapproprier son parcours de vie. Voilà, quand on prend le temps, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on se pose, on écrit, on crée, on invente, on imagine, on joue avec les mots et en fait, comme c'est comme ça que, on se souvient de certaines choses ou on se projette également dans le futur. Il y a plein de processus qui se mettent en œuvre et ouais, moi je pense que l'écriture, ça participe au rétablissement. En tout cas, pour moi, c'est essentiel et j'anime les ateliers d'écriture à la fois dans ce sens-là du rétablissement, mais à la fois dans tout le côté poétique ou littéraire. J'écris moi-même, sous le nom de Nathalie Aoustin, j'écris des poèmes et j'ai remarqué parfois, il y a des périodes dans la vie où ça peut être compliqué, il peut y avoir des deuils ou des choses à traverser et dans ces moments-là, l'écriture, c'est un soutien, essentiel. Alors après, vous me demandez si je peux vous renvoyer à une lecture en lien. Là, je ne sais pas trop quoi vous conseiller. Il y a des formations d'animation d'ateliers d'écriture. Je crois même qu'il y a un DU, d'animation d'ateliers d'écriture, je crois à Montpellier. Mais moi, à mon époque, je me suis formée auprès de la boutique d'écriture de Tournefeuille. Il y avait un atelier recherche qui était animé par Philippe Berthaud, qui était vraiment formidable. Mais voilà, ça a pris fin, ça n'existe plus. Voilà, je ne sais pas trop que vous dire comme lien. Merci Nathalie. Moi, ça me donne envie peut-être de conseiller toutes les ouvrages sur les approches narratives. Alors, c'est pas directement la mise en place d'ateliers d'écriture, mais c'est vrai que toutes les approches narratives en psychologie par rapport au rétablissement, il y a pas mal d'ouvrages écrits dessus et qui montrent comment les mettre en place. Donc, voilà, ça peut être un socle pour mettre en place un atelier d'écriture, un socle un peu méthodologique et théorique, en tout cas. Alors, on peut prendre encore quelques questions. Bonjour, auriez-vous abordé avec les élèves les consommations alcool plus drogue au regard du mal-être? Alors, c'est vrai que peut-être que Gilles aurait pu en parler un peu plus, mais Virginie, j'imagine que vous êtes un peu alerte sur le sujet. Oui, en fait,
quand on parle de santé mentale, forcément, on parle un petit peu de consommation, forcément, on parle aussi de violence sexuelle, forcément, on parle aussi de pression scolaire, forcément, on parle aussi de la relation aux parents, parce que la santé mentale des jeunes, encore une fois, je le répète, c'est plein de choses. C'est-à-dire qu'un jeune, il n'arrive pas à l'école en étant juste un élève, il arrive avec tout son background, avec toute son histoire. Donc effectivement, on parle aussi un petit peu d'alcool, de drogue, de consommation de manière générale, que ce soit les addictions aux jeux vidéo aussi d'ailleurs, parce que ce sont des problèmes qui peuvent arriver, alors soit en symptômes de la maladie, de la santé mentale qui ne marche pas bien, mais ça peut aussi arriver en précurseur. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ensuite les professionnels qui prennent en compte. Mais tout ça, évidemment, ça tourne autour de la même sphère qu'est la santé mentale des jeunes, oui. Donc on en parle. Et effectivement, on sait. Pardon, à la fin des interventions, juste pour information, on renvoie les jeunes donc, à des documents qu'on leur met à disposition, qui sont à la fois les brochures de psy.com, aussi le petit guide toulousain en santé mentale. On n'en a pas parlé sur ce webinaire, on en avait parlé sur le dernier, qui a été fait par l'association Suricat des étudiants, qui est une véritable ressource gratuite qui a été fabriquée par des étudiants toulousains pour trouver des ressources extérieures à des difficultés qu'on peut rencontrer. Et dans ce guide de toulousain à la santé mentale, il y a plein de ressources en fonction des difficultés ou des symptômes qu'on peut avoir quand on est jeune. En fait, l'idée pour nous, elle est de les renvoyer aussi à d'autres ressources que les nôtres, tout en ne les balayant pas d'un verre de main, en leur disant qu'on a conscience et qu'on veut les aider, mais en leur donnant aussi des ressources extérieures. Je pense aussi simplement à la petite vidéo sur le cosmos mental que vous connaissez sûrement de psy.com, qui est très bien faite. Voilà, ce sont des outils dont ils peuvent se saisir, qu'ils ont à disposition ensuite sur l'ENT du lycée, qu'ils ont à disposition à l'issue de la conférence. Ben voilà, on essaye de tendre les perches en fait. Effectivement, les études montrent qu'il y a un lien fort entre la prise de drogue et la consommation de toxiques et les troubles psychiques. Donc, il y a une attention particulière à la fois en risque et en symptômes parce que j'ai écouté un témoignage quelquefois, par exemple, le fait de fumer du cannabis est une manière de gérer l'anxiété, en fait, pour certains jeunes. Donc, ça peut être une stratégie d'équilibre psychique, mais qui malheureusement fait prendre des risques en même temps et met en fragilité. Donc, c'est souvent un sujet voilà, très, très connexe pour les professionnels aussi. Je rebondis sur le cosmos mental parce que j'ai vu dans le fil de discussion quelqu'un réagissait. Alors, vous l'utilisez pas directement dans l'atelier. Sachez qu'on a eu le témoignage lors d'un autre webinaire d'équipes qui sensibilisaient en s'aidant de ce petit film qui effectivement est gratuit et sur le site du Psycom et qui est un petit film qui dure 4 minutes et demie, je crois, et qui explique la santé mentale et le rétablissement avec une métaphore d'une fusée dans l'espace et donc qui est très pédagogique et qui s'adapte à pas mal d'âges. Donc, ça peut être aussi un point de départ pour parler avec les jeunes. Alors, on va prendre encore 2 ou 3 questions. Utilisez-vous la formation au PSSM Jeunes? Effectivement, c'est une autre ressource. Nous l'avons intégrée dans notre dispositif et nous formons 16 professionnels dans l'établissement. Est-ce que vous l'avez utilisé dans votre établissement, Virginie? Non, pas du tout. Alors, peut-être pour les participants, la formation PSSM Jeunes, c'est quoi? C'est la formation au premier secours en santé mentale. Donc, c'est une formation qui dure 2 jours, sur le même principe que les premiers secours, mais spécialement santé mentale, donc qui permet notamment de réagir en cas de crise, soit de crise suicidaire, soit de crise psychotique, et qui a été adapté pour les publics, le contenu pour réagir en cas de crise de jeunes. Donc, ça peut être une ressource intéressante. Ça dure 2 jours. Et sachez qu'il y a 3 organismes qui proposent cette formation-là, que sont l'INFIP, il me semble, Santé Mentale France et l'UNAFAM. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Il y a également la Fédération des acteurs de la solidarité de la région Occitanie
qui va déployer cette formation, mais je ne crois pas pour les jeunes. J'en profite, Virginie, il y avait une question très d'organisation. Est-ce que quand vous préparez les jeunes à cette intervention-là, et quelle est la taille des groupes? Alors non, on ne prépare pas les jeunes parce que ça nous semble être une intervention justement sur laquelle il ne faut pas mettre plus de pression que ça, pas plus que sur le reste, sinon forcément on est plus rétif à y aller et à entendre ce qu'on va nous dire. Donc il n'y a pas de préparation en amont. Par contre, il y a beaucoup de questions après en aval, c'est ce que j'ai un peu expliqué, c'est-à-dire des questions en direction de Gilles Briard qui est le poulet nourrir à la fin de l'intervention, des questions envers nous, les professionnels qui avons été là. Donc là, ils viennent, c'est là qu'ils se mettent ou à parler d'eux ou à parler de projets pour l'établissement autour de ces questions-là. Donc, et la taille des groupes, alors nous, on a fait le choix de faire passer des groupes de 3 classes de première, ça correspond à une centaine d'élèves. Donc, on a fait 3 conférences depuis 3 ans avec une centaine d'élèves, en sachant que ça se passe très bien, puisqu'en fait, le jeu de l'épidémiologie et des témoignages fait que les élèves sont très attentifs et ça fonctionne bien. Et puis, on a à la fin à peu près une demi-heure de questions-réponses. Ça marche très bien, honnêtement. Même à 100. Ils osent poser des questions même à 100. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, on aurait pu imaginer que c'était des plus petits groupes. Non, ce sont des gros groupes volontairement parce que finalement, le petit groupe, il ne facilite pas forcément la parole. Tu peux te retrouver en petit groupe avec des gens de ta classe avec lesquels tu n'as pas forcément envie de t'exposer. Donc non, je pense que le format est correct si on l'amène de manière assez tranquille sans mettre trop d'enjeux là-dessus. C'est intéressant, effectivement. Ça dure combien de temps cette conférence? 1h30, c'est ça Alors, 1h30 sur la conférence témoignage et ensuite une demi-heure de questions. 2 heures en tout. Voilà, ça génère quand même une vraie culture d'établissement. Alors, nous, on était déjà sensibilisés sur ces questions-là, donc on avait mis en place, par exemple, des ateliers de sophrologie, de yoga, vous voyez, ce genre de choses. Là, cette année, par exemple, pour vous donner un petit peu des idées aux gens qui sont des professionnels de l'éducation, les étudiants en médecine qui ont l'obligation de faire un service sanitaire viennent cette année, à notre demande, faire un truc spécifique sur la prévention du suicide et le mal-être chez les jeunes. Donc, ça nous permet, là, par contre, en groupe classe et plutôt en demi-classe, d'avoir des étudiants en médecine qui viennent dire un petit peu ce qu'eux ont comme connaissance sur ces questions-là. Et là, on le fait en petits groupes et en demi-classe sur les secondes et les premières. Donc, vous voyez, ça génère une forme de culture. C'est-à-dire que je ne suis pas isolé. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule action dans l'établissement. Il y a plein de petites choses qui sont disséminées qui permettent de sensibiliser les gens à cette question-là. On fait une exposition, puis après, j'arrête avec la prise de parole. On va faire une exposition là en février ou mars d'un jeune qui était scolarisé ici, qui est un jeune dont on a découvert qu'il était schizophrène après et dont on a découvert qu'il peignait. Et donc, ce jeune a fait des productions artistiques juste incroyables. Et donc, on va exposer ses œuvres et on fait venir le psychologue qui a travaillé avec ce jeune et sur son travail qu'on a découvert après sa mort, puisque c'est quelqu'un qui s'est suicidé, pour expliquer un petit peu son parcours de vie, comment il en était arrivé à être un artiste. Enfin, voilà. Vous voyez, on essaye de tisser des liens, en fait, entre les choses, pour qu'on puisse toucher des publics à la fois différents, par plein de biais différents, sans dire toujours la même chose. Enfin, c'est ça le principe de l'éducation. Hein. Voilà, c'est ça, exactement, j'allais dire. Alors, on va prendre une dernière question pour terminer à l'heure. Constatez-vous un impact significatif de l'usage des réseaux sociaux sur la santé mentale des lycéens? Grande question. Alors, je ne sais pas si c'est très adapté de terminer sur un sujet qui est d'une telle ampleur et qui est absolument sociétal. Vous voulez dire un mot là-dessus, Virginie? Oui, alors évidemment, l'usage des réseaux sociaux est très décrié, notamment dans les médias, parce que ils sont une source pour les élèves de harcèlement, ils sont une source pour certains d'entre eux, on s'aperçoit que les algorithmes TikTok pousseraient certains jeunes à être dans des conduites suicidaires, par exemple. Il faut aussi se souvenir que dans les réseaux sociaux, il y a aussi tout un réseau d'entraide pour les élèves autour de Discord et ce genre de groupe. En fait, moi, je m'aperçois dans mes entretiens avec les jeunes que
En fait, ils ont déjà beaucoup avancé sur les questions de santé mentale parce qu'ils ont trouvé beaucoup de réponses aussi à travers les réseaux sociaux. Il n'y a pas que le côté négatif dans les réseaux sociaux, c'est ce que j'essaye de dire. Il faut se souvenir que c'est un apport incroyable pour eux. Et alors, effectivement, qui peut être douloureux parce que les algorithmes sont violents et que on reçoit sur les réseaux sociaux des choses qui sont dures parce qu'elles sont lancées par des gens qui ne nous voient pas en temps réel. Mais honnêtement, il y a aussi un apport quand même, je crois, important de la santé mentale. Alors, c'est toujours pareil, hein, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est comme le chocolat, il ne faut pas trop en manger, selon moi. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça va bien jusqu'à une certaine heure, ça va bien sur certaines périodes. Il y a une forme de régulation qui doit se mettre en place, qui doit, à mon avis, être discutée avec les jeunes, en famille, pas qu'en famille, à l'école aussi. Je pense aussi qu'on manque aussi un petit peu de culture, c'est finalement assez récent, et on manque un peu de culture d'éducation aussi autour de ces questions. De dialogue et d'esprit critique et de ne pas s'enfermer dans l'isolement. On va s'arrêter là, il est 11h45. Merci infiniment à tous de votre participation. Merci Virginie, merci Nathalie pour tout ce que vous avez partagé de passionnant et de précieux. Je suis sûre que ça va donner des idées, des envies. Donc voilà, bravo et merci pour vos interventions. N'hésitez pas à remplir le petit questionnaire qui va nous permettre de voir comment on prolonge justement ces temps de webinaire et de sensibilisation pour partager un maximum d'expériences avec vous tous. Donc voilà, merci par abondance d'y répondre et on vous souhaite une très bonne journée et une très bonne fin de semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.